Avant de passer à Madame, ma chère consoeur Raymonde Goudou-Coffier, nous avons fait la même université à Caen. Je crois que j'ai croisé son mari, puisque nous avions fait l'option industrie ensemble, votre mari. J'ai beaucoup de plaisir à vous accueillir, chère consoeur, et aussi à rendre un grand hommage à Monsieur Dominique Jordan, ici présent, qui est président de la Fédération internationale de la pharmacie, qui est donc l'organisation qui représente au plan mondial le secteur de la pharmacie avec toutes ses facettes, et qui donc a beaucoup contribué à ce que les pharmaciens s'impliquent justement dans la lutte contre l'antibiorésistance, de faire partager les expériences et le concept lui-même, puisqu'à Séville, nous avons eu le plaisir de voir comment ce concept a été mis en avant. Merci beaucoup, Dominique Jordan, cher confrère, d'être parmi nous. Je vous invite donc à venir nous parler un petit peu de... Alors, je rappelle que vous êtes chef ministre-gouverneur du district autonome des Lacs. Le chef n'existe pas. Vous êtes chef. Nous sommes honneur aux femmes. Nous sommes à 10 jours de la Journée mondiale de la femme. Les 3 dames qui sont passées honorent la femme au niveau continental. Donc, applaudissez-les. Oui. Vous êtes past ministre donc, de la Santé en Côte d'Ivoire. Je sais qu'il y a un travail qui a été démarré au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau des zoonoses. J'aimerais que vous partagiez avec nous donc, ce que vous avez mis en place et votre coopération également au niveau africain. Et si éventuellement vous avez eu des partenariats de soutien, puisque je crois qu'il y a des partenariats internationaux qui se mettent en place. À vous la parole, chère consoeur et ministre. Merci beaucoup, chère consoeur. Je voudrais saluer toutes les personnalités ici présentes, mais mettre un accent particulier sur Mohamed Khaled, qui, donc, après Dakar, a tenu à m'inviter à cette expo pharmacie et je voudrais vraiment l'en remercier. Cela m'a permis de rencontrer donc Younes, incontournable organisateur de ce séminaire, de ce forum. Je voudrais saluer particulièrement, bien entendu, Michel Sidibé. Mon Dieu, avons-nous besoin encore une fois de le saluer? Mais en tout cas, merci Michel, merci d'être toujours là. Et saluer, bien entendu, tous les confrères, les consoeurs ici présents. Alors, bien entendu, après ces 2 présentations, vous imaginez bien que venir parler de One Health, One World, ma foi, j'ose espérer qu'après le couscous de tout à l'heure, vous allez quand même m'écouter et ne pas somnoler. Je vais essayer après cette présentation et celle de l'intervention de ma grande sœur Awa Kolsek, essayer de vous parler du cas de la Côte d'Ivoire. Mais je ne voudrais pas tout de suite vous parler du cas de la Côte d'Ivoire comme ça, parce que Madame tout à l'heure est passée en expliquant un peu et en disant bien sûr que One Health ne date pas d'aujourd'hui. Effectivement, dans mes recherches, j'ai vu que c'était au milieu des années 1800 que l'idée de One Health a été lancée. Et lorsqu'aujourd'hui on parle de One World, One Health, on a l'impression que c'est une affaire qui date seulement de 2004, puisque en 2004 ce concept a été davantage approfondi. Ensuite, en 2007, date donc de son adoption par la communauté internationale. Vous allez parler tout à l'heure de l'alliance tripartite, l'alliance de la FAO, de l'Organisation mondiale de l'animal, de la santé animale et de l'OMS. Alors, en moins donc de 4 années, ce concept a pris donc beaucoup d'ampleur. Il est maintenant, comme vous voyez, un mouvement qui se diffuse donc rapidement. Et aujourd'hui, l'approche a été officiellement approuvée par différentes organisations onusiennes, la Commission européenne, vous en parliez tout à l'heure, la Banque mondiale qui accompagne également ce vaste projet, diverses universités, nous allons en revenir, mais il y a une chose qui est importante, c'est l'implication de la société civile dans ce vaste projet. Alors donc, qu'est-ce qui justifie justement ce projet One Health? La pertinence de ce concept s'est révélée en Afrique autour de, malheureusement, plusieurs crises sanitaires. La santé des animaux, impliquant donc la santé des animaux, et la santé humaine,
et bien entendu l'équilibre des écosystèmes. Ce fut le cas, et on ne le répétera jamais assez, ce fut le cas de l'épidémie de la fièvre de la vallée du Rif. Awa Kolsek en a parlé tout à l'heure, en Afrique de l'Est, donc en 1997, qui malheureusement a entraîné en 3 mois 90 000 malades et près de 500 décès chez les hommes et de nombreux décès également chez les animaux, causant des difficultés économiques pour les gens qui comptaient bien entendu sur ces animaux au point de vue alimentaire, même, j'allais dire, pour l'extraction du lait et même pour le commerce. Alors, Awa a parlé tout à l'heure d'une chose que nous avions en commun, malheureusement, c'est la lutte que nous avons menée, en tout cas, contre la maladie à virus Ebola en 2014. Dans le cas spécifique de la Côte d'Ivoire, je vois des collègues pharmaciens ivoiriens ici, parce qu'on était même arrivé à m'appeler la maman de la lutte contre Ebola. Je ne sais pas si c'était un honneur, mais enfin, toujours est-il que nous avons réussi à éviter donc Ebola en Côte d'Ivoire, malgré le fait que nous ayons des frontières communes avec le Libéria et avec la Guinée, où justement est apparu le premier cas du virus Ebola en Afrique de l'Ouest. Ça n'a pas été facile, mais cela nous a permis, bien entendu, de comprendre qu'il fallait travailler ensemble, aussi bien avec les ministres en charge de la production animale et halieutique, travailler également avec les différents ministères que sont les ministères de l'économie et des finances, les autres départements ministériels et bien entendu le ministère de la Santé. Malheureusement pour moi, toutes ces épidémies m'ont trouvé en poste donc de 2012 en 2018 comme ministre en charge de la Santé en Côte d'Ivoire. Et comme vous le savez, la question de la maladie à virus Ebola nous a vraiment permis de comprendre qu'il y avait donc de plus en plus cette contamination de l'animal à l'homme et la plupart également, ce qu'on oublie souvent, de l'homme également à l'animal. On a toujours l'impression que ça va dans un seul sens, mais malheureusement, cela se révèle être autrement. Alors, qu'est-ce qui justifie qu'on puisse vraiment accorder autant d'intérêt à ce One Health? Alors, l'émergence et la propagation à l'échelle mondiale des agents infectieux ces dernières décennies sont une source, bien entendu, de préoccupation internationale. En effet, je pense que vous l'avez dit dans votre avant-propos, 75% de ces agents pathogènes sont d'origine animale et provoquent des épidémies et des pandémies meurtrières, on en a vu. L'Afrique de l'Ouest, comme je dis, a été confrontée à ça peut être la grippe aviaire qui est venue bien entendu d'ailleurs, mais nous avons également connu le virus H5N1 qui a entraîné une perte économique considérable. Alors on nous dit que cela concerne 20 milliards de dollars US, c'est quand même important dans l'économie d'un pays. La présente épidémie de la Covid-19, on l'a déjà abordée, a été à l'origine de plus de... C'est bon de rappeler ces chiffres parce que je me dis toujours, je ne sais pas si c'est une déformation en tant que ministre, membre du gouvernement pendant de nombreuses années, mais je me dis que les chiffres en général captent plus l'attention et on nous dit que la pandémie de Covid-19 a été à l'origine de plus de 6 millions de décès dans le monde et d'un important impact, bien entendu, sur le système socio-économique. On a connu la fermeture des écoles, des restaurants, des frontières. Nous, c'est maintenant qu'on vient d'ouvrir nos frontières en Côte d'Ivoire. Ça date d'à peine une semaine. C'est pour vous dire à quel point il fallait se cloisonner. Mais est-ce que cela a vraiment résolu le problème? Alors, les zoonoses, vous en avez parlé, qui sont des maladies qui se transmettent mutuellement des animaux à l'homme. Et il faut noter également la croissance de la population. Et puis, il y a une chose importante à laquelle on ne fait pas trop attention, c'est les mouvements migratoires. Ces mouvements migratoires, vous savez qu'actuellement, on parle beaucoup de la migration du sud vers le nord ou vers l'est. Donc, les mouvements migratoires et la dégradation de notre environnement ont favorisé, bien entendu, la cohabitation des populations humaines et animales et augmenté, bien entendu, le risque d'émergence de ces zoonoses. Alors, afin de trouver une réponse adéquate donc, à ces crises sanitaires fait face à toutes ces pandémies, cette approche One Health a été donc
proposées afin que chacun se l'approprie. Alors, un monde, une seule santé a donc été mis en place. Alors, quel est le cas de la Côte d'Ivoire? Après vous avoir situé un peu au niveau mondial, au niveau continental, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a fait? Alors, la mise en œuvre de l'approche Une seule santé en Côte d'Ivoire a été un des principaux piliers de la réponse, d'abord, je l'avais dit tout à l'heure, à la réponse à Madi Ebola, et c'était pendant mon mandat. Et je dois vous dire que cela nous a permis de comprendre que ce n'était plus possible de parler d'une seule santé, c'est-à-dire d'un seul département ministériel, je l'ai dit tout à l'heure. Donc la gouvernance de la réponse reposait donc sur un comité multisectoriel présidé, chez nous, je crois qu'Awaladi, nous avons pratiquement les mêmes dispositions, présidé par le Premier ministre, et le secrétariat était tenu donc par le ministère de la Santé. Les secteurs de la santé humaine, santé animale, de la faune sauvage occupaient donc une place de choix. En février 2016, il a été mis en place donc un centre des opérations urgentes. Alors, c'est également sur mon mandat. Nous avons pensé que ce serait important d'avoir un centre opérationnel qui nous permettait d'avoir les informations dans toute la Côte d'Ivoire. Donc, ce centre d'opération des urgences est installé au sein de l'Institut national de l'hygiène publique et avec un accompagnement de l'AFD et également de l'Organisation mondiale de la santé. Alors, en quoi consiste donc, dans le cas de la Côte d'Ivoire, en quoi consiste donc ce centre des opérations d'urgence de santé publique? Alors, je prends un exemple. Vous avez, par exemple, la direction régionale de la santé dans le centre de la Côte d'Ivoire, par exemple, disons à Yamoussoukro, tout le monde le connaît, la capitale donc politique. Ensuite, lorsqu'il y a un cas qui se présente, automatiquement, le centre des opérations est informé et aussitôt, on envoie en urgence des professionnels qui vont se rendre donc à la direction régionale dans cette région et donc voir un peu de quoi il s'agit pour pouvoir éviter la propagation de la maladie. Voilà un peu, en gros, l'intérêt de ce centre des opérations qui est logé donc à l'Institut national d'hygiène publique et qui a été extrêmement utile lorsque nous avons eu les différentes épidémies, Ebola, ensuite Covid-19. Alors, quelles sont les initiatives en dehors donc, de ce centre opérationnel? La Côte d'Ivoire a signé son adhésion au programme mondial de la sécurité sanitaire et a adopté un plan quinquennal dont l'un des piliers est la mise en place d'une plateforme appelée Une seule santé. Tout à l'heure, Awa nous a rappelé la rencontre que nous avons eue en 2016, donc à Dakar, et qui a permis, bien entendu, avec l'accompagnement de la CEDEAO, de nous engager et de faire en sorte qu'une seule santé devienne une réalité dans nos pays. Donc, l'institutionnalisation de cette plateforme, Une seule santé, s'est matérialisée par la signature le 3 avril 2019 d'un décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement de la plateforme Une seule santé en Côte d'Ivoire. Alors, cette plateforme a pour mission donc de coordonner dans une approche multisectorielle et multidisciplinaire toutes les interventions sanitaires en vue de prévenir, détecter et surtout apporter la riposte contre les maladies émergentes et réémergentes à potentiel pandémique. Alors, est-ce qu'après tout ça, nous avons eu des acquis? Alors, nous avons effectivement eu des acquis dans le cadre de cette approche Une seule santé. C'est d'abord l'élaboration des documents stratégiques. Bien entendu, on ne peut pas, c'est vraiment pas possible de lancer une approche sans institutionnaliser, sans avoir des documents qui nous permettent de donner donc des orientations dans le cadre donc de la lutte contre toutes ces pandémies. Donc un plan d'action national de sécurité sanitaire a donc été élaboré, un manuel également de gouvernance, une stratégie nationale de communication. C'est très important parce que souvent les gens nous disent oui, la Côte d'Ivoire a eu la chance, on dit bien la chance de ne pas avoir Ebola sur ses terres. C'est pas ça. C'était pas une question de chance. C'était d'abord la communication.
la communication avec toutes les parties prenantes, avec les préfets, avec tous ceux qui sont dans les zones retirées, c'est-à-dire en dehors d'Abidjan, qui est la capitale. Parler avec tout le monde, sensibiliser les populations, aller dans les villages, leur expliquer pourquoi il ne faut pas manger de ce que nous appelons la viande de brousse chez nous, c'est-à-dire l'agouti pour ceux qui le connaissent, voilà. Et pourquoi il ne fallait pas manger? Parce que ce n'était pas le fait de ne pas manger, c'est le fait qu'il y avait la contamination des fluides. Alors vous imaginez bien une dame qui va cuisiner, qui fait son agouti avec sa sauce, bien entendu, dans son village, elle ne va pas mettre des gants pour dépecer l'animal. Donc, il fallait arriver à trouver une stratégie pour empêcher justement cette contamination des fluides à la peau. Alors, donc, moi, j'ai coupé court. J'ai dit à mon président, Monsieur le Président, on va interdire la consommation de l'agouti. Il m'a demandé, mais tu es sûr que ça va marcher? J'ai dit, Monsieur le Président, nous sommes en Afrique, nous sommes chez nous, on est un peu têtus. Il faut reconnaître. Donc, si on ne va pas de façon drastique pour interdire, on ne réussira pas à communiquer correctement. Et ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Tout le monde s'est senti concerné. Les villageois, les chefs de village, tout le monde s'est senti concerné. Et on a donc pu éviter cette contamination donc, en Côte d'Ivoire. Donc, la question de la communication est extrêmement importante dans une seule santé, que ce soit pour le Covid, que ce soit pour autre chose, que ce soit pour la grippe aviaire, il faut communiquer. Ensuite, je parlais tout à l'heure des prises de tests réglementaires, mais il y a également des évaluations conjointes que l'on fait de façon annuelle. Donc, il y a l'évaluation des capacités du RSI et l'évaluation des capacités et performances organisationnelles de la plateforme Une seule santé. Et nous avons également des choses peut-être qui peuvent passer comme peut-être pas très importantes, mais extrêmement importantes, ce sont les célébrations annuelles, conjointes. La journée mondiale d'une seule santé, je pense que c'est important de rappeler aux uns aux autres qu'est-ce que c'est. Le séminaire international de la lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Alors, je pense que tout le monde sait ici que les antibiotiques à usage trop utilisés, ma foi, ne donnent pas les résultats auxquels on s'attend. Donc, bien entendu, il faut faire des campagnes là-dessus, expliquer pourquoi il faut éviter de faire l'automédication. Et une chose extrêmement importante, c'est le renforcement des capacités. Le programme de formation des épidémiologistes sur le terrain, nous l'avons fait en santé humaine, en santé animale, en environnement, l'agriculture, à laquelle nous ne passons pas souvent avec l'utilisation des pesticides. Alors, je vais juste vous raconter une anecdote, je l'ai racontée hier à notre ami Mohamed. Je lui disais qu'aujourd'hui, on parle de bio en France. Donc, lorsque nous allons en France dans les magasins bio, on va acheter des produits bio et tout. Crime de lèse-majesté. Parce que chez nous, c'est d'abord le bio. Mais comme on a voulu faire comme les autres, eh bien maintenant, au niveau mondial, on a dit, parce que c'est comme si on n'était pas civilisé, que de ne pas adopter ce qui se fait au niveau mondial. Alors tout le monde va, on mange, les produits sont traités par les pesticides, alors qu'à l'époque, on n'en utilisait pas du tout. Et aujourd'hui, dans les villages, dans les plantations et tout, on utilise les pesticides. Et maintenant, maintenant, c'est le Nord qui nous dit « Ah non, il ne faut plus utiliser les pesticides, il faut retourner au bio. » Mais pendant ce temps, nos parents dans les villages, ils ont adopté les autres systèmes. Alors, il faut les ramener au bio. Alors, vous imaginez qu'on a le temps de se contaminer très rapidement et les résultats sont là aujourd'hui. Il y a une sorte de désertification, il y a une sorte de... On n'arrive plus à manger, à avoir des tomates bio. Et c'est les autres qui viennent nous dire chez nous dans les villages, il faut planter, il faut récolter des tomates ou du piment ou bien des graines bio. Bon, ça, c'était au passage pour vous dire tous les efforts que nous devons faire aujourd'hui pour retourner à une alimentation saine et éviter, bien entendu, les contaminations. Alors, au niveau donc de la formation, nous avons fait en sorte, je crois les universitaires sont là, aujourd'hui, il y a des enseignements au niveau donc des universités. Et nous avons également des partenariats
Vous m'avez posé la question tout à l'heure. Beaucoup de partenariats ont été pris avec des institutions. Je parlais tout à l'heure de la société civile. Il faut impliquer la société civile dans toutes nos démarches. C'est vrai, il y a une bonne société civile, il y a une société civile qui n'est pas très dynamique, mais la plupart du temps, et les sociétés civiles qui sont tenues par les femmes, entre parenthèses, ça marche très bien. C'était au passage. Alors, nous avons également les ONG qui travaillent dans tous les secteurs de la santé humaine, animale et environnementale. Nous avons le secteur privé avec les interprofessionnels et avicoles, piscicoles et les universités et institutions de formation. Et nous avons des partenariats techniques et financiers. Je parlais tout à l'heure de la Banque mondiale, mais l'Organisation mondiale de la santé également accompagne cette initiative One World et One Health, et des agences également du gouvernement américain, l'USAID avec lequel nous travaillons, et le CDC. Alors, pour terminer, quels sont les défis que nous avons donc à relever en Côte d'Ivoire? C'est bien entendu de rendre opérationnels tous ces organes que je viens de vous citer, faire en sorte qu'elles puissent se pérenniser, mais qu'elles ne s'arrêtent pas là. Disposer, bien entendu, de budget pour la mise en œuvre de ces activités, c'est la partie la plus difficile, vous imaginez bien, et mobiliser surtout tous les acteurs et susciter une appropriation effective de l'approche Une seule santé dans la mise en œuvre des activités. Et bien entendu, inclure les domaines de compétences dans des curricula au niveau des universités et institutions de formation. Je vais conclure pour vous dire que, bien entendu, c'est difficile de ne pas avoir de perspective, n'est-ce pas, après un tel exposé, et surtout en ma qualité d'ancien ministre de la Santé. Les perspectives, c'est celles que nous avons proposées avant donc de quitter ce poste, c'est de continuer de faire le plaidoyer pour un fonctionnement optimal de la plateforme Une seule santé en Côte d'Ivoire, avec la mobilisation des ressources internes, mais aussi la mobilisation de tous les acteurs concernés par Une seule santé. Et puis, bien entendu, je crois que Michel sera d'accord avec moi, il faut toujours faire une évaluation de ce qu'on fait. On a installé une plateforme Une seule santé, on a inclus des partenaires, il faut s'arrêter et dire où est-ce qu'on en est. Donc, faire une évaluation pour qu'on regarde si, effectivement, ce qui se trouve dans les documents est effectif sur le terrain. Et puis, bien entendu, faire en sorte que tous les groupes techniques de travail ne meurent pas après 5 à 6 ans de fonctionnement et qui continuent, bien entendu, à fonctionner. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Nous avons bien noté comment ce concept a été implémenté. Je crois qu'il y a eu même des ateliers de classification, de formation sur les zoonoses. Vous avez identifié les zoonoses sur lesquelles vous avez travaillé. Vous avez été la ministre qui a permis à ce qu'Ebola ne fasse pas trop de dégâts au niveau, du tout de dégâts au niveau de la Côte d'Ivoire. Vous avez utilisé les maîtres mots. Décision au plus haut niveau, coordination, ouverture de la santé, de décloisonnement au niveau de la santé. Vous avez parlé des mouvements migratoires, effectivement. Les mouvements migratoires, c'est les personnes, mais c'est aussi les vecteurs, puisque en France ou en Europe, maintenant, on a le virus Zika, avec le moustique à virus, le moustique qui voyage lui aussi. Nous avons noté que vraiment, vous essayez d'aller de l'avant et que vous êtes dans la démarche One Health, à savoir ne pas subir, mais prévoir, anticiper et se préparer. Alors, merci pour nous avoir rapporté également qu'il y a des plateformes qui sont mises en place, que vous avez bien déclinées. Ce qui nous rassure, c'est qu'au niveau de l'Afrique, on commence à s'approprier un peu nos destinées et à vraiment aller de l'avant. Nous n'avons pas parlé de recherche commune, mais ça viendra peut-être dans les débats.